Bonjour à tous, dans un précédent épisode, je vous avais montré comment en manipulant comme ça un PCB avec un condensateur pas complètement déchargé, ça c'est un 400 volts, je m'étais brûlé en venant malencontreusement poser un doigt sur l'arrière du PCB. Alors quand on touche qu'avec un seul doigt, normalement ça fait juste une brûlure, c'est pas bien grave, mais le plus dangereux c'est si on vient toucher avec les deux mains, parce que là le courant va traverser tout notre corps pour aller d'une main à l'autre, et entre les deux mains il y a le thorax et il y a le cœur. Et il faut savoir que potentiellement ça peut être mortel. Sur une de mes précédentes vidéos, je me suis fait traiter un peu de tous les noms en disant que j'exagérais le danger. Mais je persiste à dire qu'on n'est jamais trop prudent, parce que la résistance électrique du corps humain, entre deux mains, elle va varier énormément selon des conditions justement de humidité des mains, la pression, la surface de contact, la température, et puis aussi la présence de blessures. Parce que si par exemple vous avez une petite plaie, et que malencontreusement, c'est à l'endroit de la plaie que vous venez toucher avec une main le PCB, et puis avec l'autre main une autre partie du PCB, et bien là, la résistance ohmique du corps ne sera pas du tout la même. Il faut savoir qu'avec une peau très sèche, donc sans aucune transpiration, un léger contact, la résistance ohmique au niveau de la peau, elle va aller de 100 kOhm à 1 mégaohm. Avec une peau moyennement sèche, ça peut aller de 50 K à 100 K. Avec une peau légèrement humide ou des mains moites, et bien là ça tombe entre 5K et 20K, et carrément des mains mouillées, de la sueur, et là ça peut carrément tomber entre 1 et 5K. Et puis si la peau est abîmée ou blessée, là on tombe carrément au niveau de l'électrolyte du sang, avec une résistance seulement de 500 ohms. Si par exemple sur la main gauche vous avez une plaie, et bien là vous n'aurez plus du tout la résistance de la peau, donc vous n'aurez en résistance totale plus que les 500 ohms de l'électrolyte du corps, plus ici, pour un peu que vous ayez une main moite, vous aurez peut-être que 3K. Donc au total, vous aurez 3500 ohms de résistance ohmique dans votre corps. Parce qu'en fait, il faut décomposer le modèle du corps. La résistance totale, c'est la résistance de la peau d'une main, plus la résistance interne du corps, plus la résistance de la peau de l'autre main. Et il faut savoir que la résistance interne du corps n'est qu'entre 300 et 500 ohms, donc c'est très peu. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours considérer la pire condition, main humide, pour une analyse de sécurité. Dans cet épisode, on va voir comment peut se faire facilement un petit déchargeur de condensateur, de façon ensuite à pouvoir manipuler des PCB en toute sécurité. Pour le mien, je me suis inspiré du déchargeur de condensateur de Bertrand Électro-Bidouilleur, sachant que Sirob, Philippe de Mériac, en a fait aussi un qui est très efficace. Mais moi j'ai préféré celui de Bertrand parce qu'il était plus simple pour moi. Alors pourquoi ne pas tout simplement décharger un condensateur avec un tournevis ? C'est pas forcément une bonne idée parce que selon la tension du condensateur et sa capacité, on peut faire exploser un condensateur. Pour des condensateurs de très faible tension, à la limite ça peut le faire, mais à partir d'une certaine tension, c'est vraiment pas conseillé. Voici le schéma de mon circuit avec les commentaires explications. Alors je rappelle, je me suis inspiré du montage de Électro-Bidouilleur, sachant que lui, il utilisait une LED bicolore qui pouvait donc fonctionner dans les deux sens, donc il n'avait pas besoin de mettre un pont de diode. Moi j'utilise une LED classique, donc du coup j'utilise un pont de diode, de façon à ce que quelle que soit la polarité ici, ma LED s'allume tout le temps. Alors sachant que quelle que soit la polarité, de toute façon je déchargerai bien mon condensateur, parce que ça passe à travers une résistance et qu'une résistance n'est pas polarisée. Mais par contre, une LED étant polarisée, c'est le fait de rajouter un pont de diode ici qui me permet d'allumer ma LED dans tous les cas, que je mette la pointe de touche rouge ici ou là. Alors là, c'est la partie de mon montage déchargeur de condensateur qui comporte une résistance de 910 ohms à peu près, de puissance entre 2 et 3 watts. Je ne sais pas exactement sa puissance parce que c'est une résistance que j'ai récupérée, que j'ai dessoudée sur un PCB. C'est à travers cette résistance que circulera le courant de décharge du condensateur. Donc selon comment je mettrai mon condensateur, le courant circulera dans un sens ou sinon dans l'autre. Et cette partie-là me permet d'avoir une LED. Cette LED servira à visualiser la décharge. Parce que s'il n'y a pas de LED, ok, on branche les deux pointes de touche à travers la résistance, mais on ne sait pas si la décharge se fait ou pas. Parce que par exemple, imaginons que ici le circuit soit coupé, on peut croire qu'on a déchargé le condensateur et en fait on ne l'a pas déchargé. Donc le fait que la LED s'allume nous certifiera qu'on est bien en train de décharger le condensateur. Donc concernant cette partie-là, j'ai 3 résistances de 6K en série, de 1/4 de watt chacune. Alors pourquoi 3 résistances de 6K plutôt qu'une seule de 18K ? Ça va permettre de répartir la tension aux bornes de chaque résistance, parce qu'une résistance de 1/4 de watt, elle ne peut pas encaisser au-delà d'une certaine tension sans risquer de faire un arc électrique.
Donc déjà, je répartis cette tension-là aux bornes de chaque résistance, et ça va me permettre également de répartir la puissance dissipée dans chacune des 3 résistances. Comme j'utilise des résistances de 1/4 de watt, des résistances classiques, en mettant 3, ça divisera par 3 la puissance dissipée pour chaque résistance, et vu que c'est sur un temps très bref, ça sera acceptable comme on va le voir ici. Ensuite, là, j'utilise mon pont de diode qui me permet d'allumer ma LED quel que soit le sens de circulation de ce circuit-là. Là, j'ai une LED rouge en 2 volts. Alors pourquoi j'ai 3 résistances de 6K qui font 18K? Parce que j'ai fait en sorte que pour une tension maximum de 330 volts, je ne dépasse jamais un courant de à peu près 20 mA. On va le regarder aussi tout à l'heure. Maintenant, on va regarder au niveau de cette résistance, qu'est-ce qui se passe. Donc on a U égale RI, donc U c'est 330 volts, le R c'est 910 ohms, le I c'est ce qu'on veut calculer. Ça sera le I max, le courant maximum de décharge. Le courant maximum va être très très bref, quelques dizaines de millisecondes, et après il va très vite décroître. Donc le courant max, il sera égal à 330 divisé par 910, c'est-à-dire 360 mA. Et maintenant on va regarder la puissance maximum dissipée dans cette résistance. Et bien quand la tension sera à son maximum de 330 volts, avec donc notre courant maximum de 360 mA, on aura une puissance maximum de 120 watts. Donc c'est énorme par rapport à ma résistance qui ne fait que 2 watts. Mais comme cette puissance max va diminuer très très rapidement, en fait on l'aura sur un temps très très bref, inférieur à 200 millisecondes, j'ai pu retrouver qu'une résistance de 2 watts, elle peut encaisser sur moins d'1/4 de seconde entre 100 et 300 watts. Donc c'est pour ça que là, on va dire que ça le fait. Mais c'est vrai qu'idéalement, il vaut mieux prendre une résistance de plus grande puissance. Par exemple, 10 watts. Comme ça, là, vous avez vraiment de la marge. Tout ce que je développe là, Bertrand, électrobidouilleur, l'a développé de façon beaucoup plus précise et scientifique. Alors pour ceux qui voudraient creuser le sujet, je vous conseille d'aller voir sa vidéo 143 qui explique bien tout ça en détail. Je vous mets un lien vers sa vidéo dans le descriptif de ma vidéo. Et maintenant, concernant ces 3 résistances-là, on aura U égale RI. Donc 330 égale 3 fois 6000 fois I. Alors là, je néglige la tension au niveau de la LED et la tension au niveau du pont de diode. Si on calcule le I max, il sera égal à 330 divisé par 18000 égale 18 mA. Et ça correspond bien aux 20 mA que je ne voulais pas dépasser pour ma LED rouge. Et ça, c'est le I max. Donc ça va très très vite baisser aussi. Et puis après, au niveau de la puissance dissipée ici, P égale UI, P égale 330 fois 0,018. Donc la puissance max sera de 6 watts. Et comme justement volontairement j'ai mis 3 résistances en série, cette puissance de 6 watts sera répartie sur chacune des résistances, ce qui fait que chacune des résistances aura une puissance max de 2 watts. Et 2 watts pour 1/4 de watt, c'est bon, il n'y a aucun souci parce que c'est sur un temps très bref. Ici j'ai noté le sens du courant. Donc sur cette partie-là, il pourra circuler aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et par contre, sur la partie après le pont de diode, il sera toujours dans le même sens. Grâce à ce petit composant noir qui est un pont de diode que j'ai dessoudé d'un PCB, je l'ai récupéré, eh bien je peux faire fonctionner cette LED quel que soit le sens du courant, quelle que soit la polarité de l'alimentation. On voit que là elle fonctionne dans un sens, le plus est ici, le moins là. Je vais inverser la polarité. Le moins, je le balance sur le plus, et le plus, je le balance sur le moins. Et la LED s'allume tout aussi bien. C'est bien pratique ces ponts de diode. C'est un composant à 4 broches. Et on voit bien les symboles. En haut à gauche, alternatif. En haut à droite, moins. En bas à gauche, le plus. Et en bas à droite, alternatif. J'ai soudé mon pont de diode sur une petite plaque comme ça. Là, j'ai commencé à souder, donc j'ai la résistance de 900 ohms, dans laquelle se videra principalement le condensateur. Et en parallèle, j'ai 3 résistances de 6K, ça me fait 18K, ce qui fait que la puissance se répartira aux bornes de chaque résistance. Ça me fera à peu près 2 watts, j'ai calculé au maximum. Mais bon, ça sera sur un bref instant. Et puis ça va au pont de diode. Et puis le pont de diode, lui, il alimentera la LED. Donc normalement, ça ira dans le boîtier comme ça, là. Et puis la LED, j'ai pris un petit réflecteur, un petit déflecteur comme ça. Donc là, je l'ai mesuré au pied à coulisse. Il faut que je perce à un tout petit peu moins de 7 mm. Voilà, la LED rentrera comme ça là-dedans. Et après, j'aurai plus qu'à souder la LED avec le pôle plus et moins du pont de diode. Alors attention, pour la LED, il faut bien respecter la polarité au niveau du pont de diode.
Je vous montre mon déchargeur de condensateur avant que je le ferme définitivement. Donc là, j'ai récupéré 2 pointes de touche que j'ai coupées ici. Et je suis venu les souder. Mon boîtier n'est pas encore complètement terminé. Il faudra que je le colle comme il faut. J'ai ressoudé le condensateur qui m'avait posé problème, où je m'étais fait secouer là, avec un seul doigt. Je m'étais un peu brûlé. Donc là, je l'ai ressoudé. Attention, il faut bien respecter la polarité. Et puis là, il faut être extrêmement prudent parce que là, du coup, le PCB, il n'est plus du tout protégé. Tout est nu, quoi, voilà, à nu. Donc, il faut surtout rien toucher. J'ai branché un voltmètre aux bornes du condensateur. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, je branche, mais pour l'instant, ma prise, elle est coupée. Voilà. Donc, je reste loin de ça parce que là, c'est dangereux. Il n'y a pas aucune protection. Là, il y a 4 volts aux bornes du condensateur. Alors, je rappelle, je l'ai ressoudé en respectant bien la polarité. Donc, le moins, il est là-bas. Et puis maintenant, je mets sous tension et vous allez voir, comme le condensateur va vite se charger. Hop. Voilà. Il est déjà à 325 volts. Donc là, j'ai 325 volts aux bornes du condensateur. Donc maintenant, je coupe l'alimentation. Je vais même encore la débrancher en faisant attention de ne rien toucher ici. Voilà. Et c'est là que potentiellement, on peut se tuer. Si on vient toucher soit le condensateur, une patte avec une main, l'autre patte avec l'autre main, le courant va traverser le corps et ça peut nous faire un arrêt cardiaque, une fibrillation. Et puis ce qui est très dangereux aussi, moi c'est ce qui m'était arrivé, c'est de manipuler, de retourner le PCB, de le retourner, où il y a toutes les soudures, et là le 325 volts, là maintenant du 300 volts, parce que ça baisse tout doucement, du 300 volts peut se retrouver un peu n'importe où. Quelle que soit la polarité que je prendrai avec mes pointes de touche, le condensateur se déchargera. Maintenant, je vais vous montrer comment se passe la décharge. Vous allez voir, c'est très très rapide, ça dure même pas une seconde. Voilà. Donc vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, hein. Et là, ça y est, j'ai déjà plus que 4 volts. Donc là, le condensateur, il est déchargé. Je pensais que ça durait un petit peu plus longtemps que ça, mais en fait, c'est très très rapide. Là, je remets un petit coup, parce qu'il est remonté à 7 volts. Normalement, la LED rouge devrait se rallumer un tout petit peu. Allez, hop. Voilà. Elle a refait un tout petit coup. Donc là, maintenant, mon condensateur, il est bien déchargé. Je refilme sous un autre angle pour que vous voyez mieux la LED. C'est rapide, hein. Voilà, je vous montre maintenant mon déchargeur terminé, tout propre. Voilà. Et une fois qu'on a déchargé un condensateur, il est toujours préférable de recontrôler la tension résiduelle du condensateur avec un voltmètre. Et dernière précision très importante, ne jamais brancher un déchargeur de condensateur sur un appareil qui serait encore sous tension sur le secteur. Parce que les résistances sont calibrées pour un courant intermittent et surtout pas pour un courant continu.